Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale FAQ, la foire aux questions. J'ai pris quelques questions que l'on m'a posées sur mes différents groupes Facebook, Insta ou YouTube et également quelques questions que j'ai vues passer sur des groupes astro que je trouvais assez pertinentes. On va pas attendre, hein, on prend le café et puis c'est parti pour la première question. Une question qui a été posée sur le groupe Astronomie et Sciences de l'Univers. Bonsoir, une question pour être astrophysicien. Faut quoi comme étude et faut-il être un génie en maths? Car moi j'ai un gros souci, j'ai un gros point faible, c'est les maths. Merci de m'en dire plus. Bonne soirée. Alors pour être astrophysicien, alors oui, effectivement, il faut être doué en maths, doué en physique, sachant que pour les études, il faut faire idéalement un bac ciblé scientifique. Alors le bac a évolué, donc il faut prendre bien sûr maths, physique, idéalement SVT ou SI, sciences de l'ingénieur, sur un cursus. Donc moi j'ai fait le bac S, hein, donc voilà, donc ça correspond à effectivement un bac scientifique. Après avoir obtenu le diplôme, idéalement faire la licence de physique sur 3 ans. À la 3e année de la licence, prendre option astrophysique pour envisager d'aller dans le master astrophysique sur 2 ans afin de faire un doctorat en astrophysique sur 3 ans. Donc on a bien 8 ans d'études. Ça c'est un peu le cursus classique. Après je sais que certains qui arrivent en master ne sont pas forcément passés par la licence de physique. On fait d'autres études à l'université, mais spécifiquement c'est un petit peu le cursus qu'il faut faire. Donc c'est beaucoup de physique. Et bien sûr, c'est beaucoup de maths. Donc, être doué en maths, disons que c'est un gros plus. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire, puisque dans l'astrophysique, il y a beaucoup de domaines. Il y a les chercheurs, les théoriciens. Après, ça va dépendre sur quel sujet d'étude. Au niveau du doctorat, vous allez vous lancer pour après avoir un post-doctorat dans dans la recherche que vous aviez déjà commencé sur 3 ans. Puisque le doctorat, en fait, effectivement, il est là aussi pour commencer des recherches afin d'être spécialisé dans un domaine d'études. J'espère que j'aurai pu répondre à cette question. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez suivi des études d'astrophysique ou si quel cursus vous préconisez afin de répondre à cette question. Deuxième question qui a été posée sur le groupe Astronomie Facile. Bonjour, j'habite la Côte d'Azur. Est-ce que vous savez si on peut observer les étoiles filantes ou autres beaux phénomènes cette nuit dans le ciel vers Coussol ou ailleurs? Merci beaucoup. Je précise que c'est une question qui a été posée début août, donc à la période des étoiles filantes, les Perséides. Alors oui, les étoiles filantes sont observables partout dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être précisément, il ne faut pas être un endroit très spécifique. Après, bien sûr, s'éloigner de la pollution lumineuse afin de favoriser l'observation du ciel. Moi, je sais qu'à Strasbourg, j'ai déjà vu des étoiles filantes, mais bien sûr, lorsque je m'éloigne de Strasbourg et de la lumière, j'en vois beaucoup plus. On est constamment frappé par des petits cailloux. On les entend ricocher sur la coque et ils laissent des impacts sur les vitres de la station spatiale. Sachant que toute l'année, on peut voir des étoiles filantes. Je vous mets en lien, je mets le lien en descriptif sur les dates des étoiles filantes qu'on peut voir toute l'année. Il n'y a pas que les Perséides, les Draconides, les Lyrides, les Taurides, les Géminides, il y en a énormément, les Orionides, les Léonides, je pense que vous aurez compris. Donc c'est le IDE que l'on rajoute sur une constellation, puisqu'on a cette impression que les étoiles filantes proviennent de cette constellation. C'est qu'un effet, dû au mouvement de rotation de la Terre, à sa position autour du Soleil. Après, oui, les Perséides, toutes les étoiles filantes, vous pouvez les observer n'importe où. Il faut qu'il fasse nuit, bien sûr, on est d'accord. Mais c'était quand même une question assez pertinente parce que ça paraît logique en fait pour moi de me dire qu'on les observe partout. Mais quand je vois des questions comme celle-ci, je me dis que les gens n'ont pas forcément compris que oui, effectivement, en fait, c'est dans l'espace, donc tout le monde peut les observer. C'est leur atmosphère, hein, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça passe dans l'atmosphère, mais comme du coup, les étoiles filantes ici pour les Perséides, donc les saintes comètes, c'est toute la Terre qui traverse les saintes comètes. Donc forcément, c'est pas juste un endroit de la Terre qui traverse les saintes comètes. Donc c'est vrai que c'est des questions qui peuvent être assez... certains pourraient penser que c'est des questions bêtes. Non, en fait, c'est juste que les gens ne réalisent pas forcément. Il faut savoir expliquer aussi ce genre de petites questions. J'espère y avoir répondu. Question suivante qui a également été posée sur le groupe Astronomie Facile.
Bonjour à tous, je souhaiterais m'équiper notamment pour faire découvrir l'astronomie à mes enfants. J'hésite encore entre un télescope et une lunette. Savez-vous s'il est possible de voir quelques galaxies et nébuleuses avec une bonne lunette, ce qui semble plus facile d'utilisation, entre parenthèses, avec une petite question, voilà. Et si c'est le cas, en auriez-vous une adéquate à me conseiller avec un bon rapport qualité-prix? Merci. Alors, de toute évidence, oui, un instrument, quel qu'il soit, télescope ou lunettes, on peut faire les planètes, la Lune, le ciel profond. Ce qui va varier, c'est bien sûr le diamètre, l'entrée de lumière. Plus un miroir est grand, plus il collecte de la lumière. Par conséquent, il permet d'aller observer un astre peu lumineux ou encore un astre très éloigné dans l'univers. Les lunettes, alors moi j'avoue que le côté de la lentille, de la lunette astronomique, je trouve ça beaucoup plus sexy à l'observation. Mais l'inconvénient des lunettes, c'est que plus on va chercher un diamètre grand, plus elles vont être épaisses, ça va être lourd, ça va être compliqué à fabriquer. Donc c'est vrai qu'on va essayer d'optimiser pour gagner en diamètre, on va essayer d'optimiser les coûts également, et c'est là où le télescope, forcément, qui peut aller tout de suite sur des diamètres de 200, 300, 400, va être beaucoup plus adéquat. Et puis la focale aussi, voilà, avec une lunette, on est tout de suite sur des focales gigantesques, alors que pour des modèles de Newton ou même de Maksutov, Schmidt, Cassegrain, on a des modèles qui sont compacts, beaucoup plus faciles à sortir et aussi beaucoup moins lourds, donc des montures beaucoup plus légères. Personnellement, j'oriente toujours comme un premier instrument soit le 130-900, donc type de Newton sur monture équatoriale 2, ou alors la lunette qui est à peu près équivalente, la 90-900 sur monture équatoriale 2, tous les deux de la marque Skywatcher. Les deux sont vraiment pour moi très bons, voilà, à hésiter, franchement je pense que les deux je les adore. J'ai les deux, donc forcément je les utilise tous les deux. C'est vrai que le 130 a un diamètre un petit peu plus large, donc un petit peu plus lumineux que la lentille, que la 90-900, mais on va gagner en qualité d'image avec la 90-900 puisque c'est de la lumière directe, il n'y a pas le miroir pour réfléchir la lumière. Donc finalement, on a un gain et une perte de part et d'autre. Alors j'entends beaucoup, je le lis beaucoup sur les forums, certains disent qu'avec une lunette astronomique, on ne fait pas de ciel profond. C'est faux. Avez-vous déjà observé avec une lunette astronomique avant de marquer ça? Voilà, donc si, en fait, on peut observer. La seule différence, c'est que ce sera un petit peu moins lumineux. Parce que moi, j'en fais avec mes lunettes, j'en fais du ciel profond quand je sors au jardin des Deux Rives, même depuis Strasbourg. Voilà, c'est un parc public avec des lumières tout autour. Et oui, j'arrive à faire alors quelques objets, les messiers, quelques NGC, quelques IC, je les fais pas tous bien sûr, mais franchement j'arrive à en faire. Même avec des petites 70-700 sur Azimuthal 2, on arrive déjà à observer. Petit point, certains me diront oui mais le télescope, il y a la collimation. Alors sachez que sur mon 130-900, mon tout premier que j'ai acheté quand j'avais 17 ans, eh ben, je n'ai jamais eu à faire la collimation. Il ne s'est jamais déréglé. Donc sur les gros, alors je vois le Dobson, il s'est déréglé en quelques mois. Le 130-900, franchement, il se dérègle vraiment très très peu. Si vous faites pas n'importe quoi avec, si vous prenez vraiment ça, et encore moi à l'époque, je l'avais en sacoche, je fais du covoite, j'ai pris le train avec et il s'est jamais décollimaté jusqu'à que je le démonte et que je le nettoie. Voilà. La lunette, c'est vrai que voilà, la lentille, elle est fixée dedans, il n'y a pas de réglage spécifique. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu inadmissible de dire qu'avec une lunette, on ne fait pas de ciel profond alors qu'on en fait. Voilà, c'est un peu moins lumineux. Mais alors à choisir, la Lulu, beaucoup plus intuitif pour les enfants parce que la lumière rentre et sort à l'arrière, donc en fait ils savent déjà, voilà, c'est une longue vue, donc ils se disent déjà, voilà, que c'est comme ça. Ils comprennent pas forcément au niveau du télescope, les gens regardent à l'arrière alors qu'en fait on a le porte-oculaire qui est en haut, donc c'est vrai que voilà, c'est pour les enfants, la lunette c'est bien. Après il y a la monture. Hein, la monture, azimutale ou équatoriale, forcément l'équatoriale, il va falloir faire la mise en station. La maniabilité est un petit peu particulière au début. L'azimutale, on pose, droite, gauche, au bas sur la maniabilité. Donc voilà, au niveau de cette utilisation-là, beaucoup plus simple. J'ai pas envie de dire beaucoup plus simple. Il n'y a pas de mise en place particulière sur l'azimutale au début, mais je trouve ça beaucoup mieux l'équatoriale. Moi, je suis une pro-équatoriale. Donc forcément, moi, j'oriente toujours sur l'équatoriale. Puis de toute façon, 130-900 et la 90-900 ne sont disponibles que sur monture équatoriale 2. Donc on pourrait effectivement les adapter sur d'autres montures, mais il faut prendre une nouvelle monture à côté, changer la queue d'aronde.
Voilà, donc le système, en fait, la fixation entre les colliers et la monture, c'est ça la queue d'aronde, mâle et femelle du coup. Donc pour moi, les enfants, généralement, j'ai tendance à orienter sur une petite Lulu, à 70-900 sur monture équatoriale 1. Sachant que selon les budgets, on peut aller sur la 70-700 sur AZ2 ou si on a le budget un petit peu plus, soit la 90-900 sur équatoriale 2 ou le 130-900 bien sûr sur monture équatoriale 2. J'espère avoir pu répondre à cette question. Merci de l'avoir posée. Question suivante. Alors, je crois qu'elle a été posée, je ne sais plus sur quel groupe. Salut, un petit renseignement, si j'achète un 150-750 Skywatcher en dual speed sur NEQ3 ou EQM35, est-ce que le viseur polaire est compris dans le prix ou est-ce en option? Et aussi le microfocuseur sur la crémaillère avec des petites emojis d'étoiles et de ciel étoilé. Alors bon, si jamais vous avez en fait le descriptif de tout ce qu'il y a de fourni lorsque vous allez sur les différents sites de revendeurs, et ben vous avez le détail de ce qu'il y a fourni. Donc tout simplement, si tu veux savoir si tu as le viseur polaire qui est fourni avec, bah, tu regardes le détail de ce qui est fourni avec. Moi je le sais, dans la NEQ3 il n'y a pas le viseur polaire, avec la EQM35 il y a le viseur polaire. Ce sont des choses que forcément je dois savoir puisque je vends le matériel, mais sinon c'est dans le descriptif. Voilà, donc comme ça tu le sais. Le dual speed, c'est en fait tout simplement au niveau du porte-oculaire, donc c'est l'endroit où vous venez placer l'oculaire. Vous avez la molette de mise au point et dans le 150-750 sur EQ32, il y a la molette de mise au point qui est simple. Donc ce n'est pas un dual speed. Le dual speed précise que la molette de mise au point en fait est démultipliée pour avoir un tour, un dixième avec une petite molette qui fait 10 tours pour un grand tour de la grande. Donc c'est le micro-focuseur effectivement sur le Crayford, donc pas une crémaillère dans ce cas de figure, mais effectivement dans les deux cas, en fait si vous prenez un dual speed, en fait vous l'aurez. Alors il me semble que pour la NEQ3, c'est un dual speed. Par contre, pour la EQ32, c'est un tube simple. Pour la EQM35, je suis quasiment sûre que c'est un dual speed. Pour la NEQ5, c'est aussi la HEQ5 également, c'est aussi un dual speed. Regardez, tout simplement, pareil, vous l'aurez dans le descriptif, dans les caractéristiques de l'achat. Voilà, vous regardez en dessous et vous regardez s'il y a bien du coup le 1/10 précisé au moment de la vérification de votre achat. J'espère que j'aurai pu répondre à ta question. Merci beaucoup. Alors la question suivante est très intéressante puisqu'elle a été posée, en fait c'était une photo qui a été postée sur le groupe de Astronico, la chaîne. Voilà, et c'est une photo de la nébuleuse d'Orion, voilà qui précise. Donc la nébuleuse d'Orion prise au smartphone, le 1200 ISO 6 secondes de pause. Pas de moteur, le Haute Dobson 1200 pris à 5 heures ce matin. C'est pas terrible, mais avec un téléphone, ça passe encore. Là, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a une photo comme ça qui est étirée et floue? Tout simplement, c'est un problème de suivi, puisque comme précisé, donc déjà, Dobson 200, les Dobson, surtout là, c'est un classique, donc n'a pas de motorisation. Donc, ils n'ont pas été prévus, les Dobson, sur une monture azimutale pour faire de l'astrophoto. Je sais que certains en font, mais sur des pauses courtes, sur de la pause longue, impossible. Là, on le voit bien en 6 secondes, c'est quand même long 6 secondes, et on voit bien du coup le mouvement de rotation de la Terre sur la photo. On voit bien les étoiles qui sont étirées, puisque la Terre tourne extrêmement vite à 1680 km/h, si mes souvenirs sont corrects. Et donc on voit bien en fait, forcément au moment où vous allez vous faire le déclencheur, votre smartphone ici, ou APN ou caméra, va faire clac. Et puis il y a 6 secondes qui se passent et que donc le clac en fait tout simplement. Donc au moment où vous avez 6 secondes, votre télescope lui ne bouge pas, mais la Terre tourne et on voit bien à la vitesse à laquelle ça va. Donc là c'est clairement un problème de suivi. Si jamais vous voulez passer votre Dobson en motorisé, vous pouvez, alors le kit Dobson, le kit de motorisation pour les Dobson, il n'y a pas d'officiel. Sur les Dobson FlexTube Goto, il me semble qu'il y a le kit qui existe séparément. Sinon, il y a les tables équatoriales motorisées qui peuvent se faire. Ou alors, tout simplement, vous mettez une paire de colliers à votre Dobson, vous le mettez sur une EQ6 et vous pouvez le passer du coup en équatorial. Je vous mettrai pareil le lien de ma vidéo pour passer un Dobson en équatorial ci-dessous. J'espère avoir alors pas répondu vraiment à une question, mais je voulais vraiment en fait réagir sur cette photo que j'ai vue passer. J'ai été assez interpellée. Voilà, parce qu'au smartphone,
très intéressant, hein, voilà, de voir ce que ça donne. Je me suis dit que ça vous permettrait aussi de voir, parce que je pense que beaucoup se posent la question. Alors la Lune, c'est assez facile parce qu'elle est très lumineuse, donc l'appareil photo fait clic-clac. Les planètes, prenez une vidéo, vous faites une vidéo, puis vous faites des captures d'écran de la vidéo, mais on voit bien que le ciel profond, on a quand même du coup de la couleur. Intéressant pour un smartphone, mais par contre il n'y a pas de suivi. Donc par exemple avec un 150-750 sur EQ3.2 motorisé ou Goto, vous auriez effectivement un léger suivi. Il faut que la mise en station, bien sûr, soit parfaite, et vous auriez quand même quelque chose d'un petit peu plus net, pas parfait, mais un petit peu plus net. J'espère que cette petite photo, voilà, cette petite réaction vous aura plu. Merci. Alors, je vais faire une dernière question pour cette vidéo qui a été posée sur Astronome Amateur du Québec. Ouais, je suis aussi sur ce groupe-là. Bonjour à tous. Alors, c'était une question super intéressante. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec la Lune? Ça fait 9 ans que je demeure au même endroit. Le soir, vers 22 h, la Lune a toujours été à l'avant de ma maison et le matin à l'arrière. Mais dernièrement, nos voisins et nous avons remarqué qu'elle est à l'opposé de sa position normale. Ce matin, à 5 h, elle se trouvait à l'avant. Je ne sais pas quoi penser. Merci. Je pense que tout simplement, cette personne n'a jamais regardé plus attentivement la Lune. Tout simplement parce que si elle la regardait toujours du même côté, c'est qu'elle la regardait toujours sur, à chaque fois un mois, une seule fois dans le mois, toujours à cette orientation-là. Voilà, puisque la Lune tourne autour de la Terre, et donc il y a un moustique qui me tourne autour en fait depuis avant. Et donc forcément, à fonction de ces phases, elle ne va pas être positionnée au même endroit. D'ailleurs, c'est une vidéo que je prépare attentivement. Je vais essayer parce que c'est très long. C'est sur le cycle lunaire de 19 ans. J'espère pouvoir expliquer voilà, assez rapidement parce que c'est très intéressant. En ce moment, la Lune est très basse. Là, on avait... Alors, la Lune en ce moment est très basse. Non, je me suis mal exprimée. Le premier quartier de lune qui a eu lieu là il y a quelques jours, cette semaine, donc le premier quartier de lune de ce mois-ci, a été très bas dans le Sagittaire. Et donc forcément, chaque mois, ça change. Hein. Voilà, les hauteurs de la Lune varient en fonction de l'écliptique. Et c'est vrai que je le sais, j'observe la Lune depuis des années, mais le cycle lunaire, il est vraiment fascinant. Et je me suis dit que faire une vidéo dessus, pour vraiment être très intéressant pour vous, en tout cas sur pas la globalité, parce que c'est quand même très... c'est des vidéos qui font 1 heure, c'est des conférences généralement, donc on va faire ça assez court. Mais je suis en train, voilà, j'ai commencé à y travailler. Par contre, voilà, si cette dame, elle a... Enfin, il se passe quoi avec la Lune? Rien. Enfin, la Lune va bien, elle tourne comme tout le temps, voilà. Elle tourne en 27 jours à peu près, voilà. Il y a rien, quoi. C'est juste vous, madame, qui, 9 ans que vous habitez là, vous n'aviez jamais remarqué que la Lune, en fait, elle se déplace, elle se fait un déplacement de 30 degrés par nuit vers l'est, tout simplement, et en fonction de sa position et de ses phases, et tout simplement en fonction des mouvements, de la position de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour du Soleil, et elle ne se situe pas au même endroit. Voilà, là c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle accuse la Lune de ne pas être au bon endroit. Non, c'est juste vous, voilà, qui ne regardez pas assez souvent notre petit satellite naturel qui est exceptionnel, voilà, magnifique, tous les soirs. Et puis il y a des fois, pareil, certains parfois me posent la question, c'est marrant, on ne voit pas la Lune ce soir. Non, parce qu'elle se lève un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est possible aussi. Hein. Si elle se lève en dernier quartier de lune, elle doit se lever vers 3-4 heures du matin. Voilà, un petit peu avant le lever du soleil. Tout à fait possible. Et puis pareil, alors là, une question que je vois souvent passer, c'est « Ah, je comprends pas, je vois la Lune en plein jour. » Oui, tu vois la Lune en plein jour. C'est normal, parce que la Lune, en fait, elle réfléchit la luminosité du Soleil. Et oui, on l'observe en plein jour. Moi, je l'observe en plein jour depuis que je suis toute jeune. Donc, soit les gens n'ont jamais fait attention au fait qu'on puisse voir la Lune en plein jour, on va dire ça. Voilà, mais c'est vrai que oui, on voit la Lune en plein jour. Alors, quand elle est en croissant, on la voit pas très bien, mais lorsqu'elle est en quartier ou gibbeuse, on la voit très très bien en plein jour. Elle est très lumineuse, voilà. Et au télescope, plus difficile à observer en cherchant, sauf si on a un chercheur bien réglé, mais du coup, lorsqu'on l'observe au télescope en plein jour, en fait, le ciel est tout bleu ciel, et on a vraiment le blanc, mais on voit pas bien les contrastes des cratères, et donc du coup, attendre la tombée de la nuit pour l'observer, c'est quand même mieux.
Voilà, bah écoutez, les questions, je referai du coup une vidéo FAQ probablement le mois suivant. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Je pense en refaire en fait plus souvent, hein. Voilà, j'ai plein de questions encore en attente que j'ai vues passer sur les forums qui sont quand même assez pertinentes. J'espère aussi que le format va vous plaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Faites de très belles observations. À la prochaine. Salut!